Avec un vieux buffle comme celui-là, elle a demandé à 60 millions de dong. C'est assez cher. Et puis, c'est un peu gros comme buffle pour aller à l'abattoir. Celui-là, il est bien là. Le prix a été augmenté depuis quelques années. Avec un gros buffle comme ça, c'est presque, qui varie entre 60 à 80 millions de dong, un buffle. Mais avec tout ce genre de buffle, moi je pense que ce n'est pas pour acheter pour aller travailler dans les champs, mais c'est pour aller les tuer pour avoir de la viande. On va passer maintenant dans le coin avec des vaches, s'il vous plaît. Au Vietnam, les buffles, c'est souvent pour aller travailler dans les champs, mais sinon pour les vaches, c'est pour avoir de la viande aussi. Et une autre partie de ce marché, c'est le coin des chevaux. Hein, on va passer de l'autre côté pour voir comment c'est, s'il vous plaît. Et les chevaux, alors, c'est pour avoir un moyen de transport dans cette région montagneuse. Et puis, ce n'est pas pour tirer les charrues comme en Europe, mais chez nous aussi, surtout les chevaux blancs. Hein, c'est pour avoir de la viande aussi. Bon, donc, dès du petit matin, c'est à partir de 4h à 5h du matin, le marché a été déjà très, très bien animé comme ça. C'est parce que les gens, ils sont venus de très loin, de presque tous les villages autour de Bakra. Ils ont ramené leurs buffles, leurs vaches, leurs chevaux depuis très loin, jusqu'ici depuis hier. Et ce marché va se terminer vers 10h du matin seulement. Et puis, ce genre de marché hebdomadaire organisé simplement une fois par semaine, c'est toujours au samedi matin. Donc pour nous, la deuxième visite de Bakra commençait par le marché au buffle comme ça. Et puis après quoi, nous allons nous déplacer dans un autre endroit, un autre marché hebdomadaire de cette région, pour voir d'autres sortes de marchandises. Et quant à les buffles qui ont été déjà vendus, par exemple, ils ont déjà fait la marque sur le dos du buffle. Alors, ils ont marqué le nom de l'acheteur sur le dos du buffle pour dire que celui-là a été déjà bien vendu ou bien acheté. Voilà. Voilà les chevaux. Chez nous, pour les chevaux blancs comme ça, c'est une sorte de... La couleur de la peau du cheval est vraiment très importante. Hein, c'est parce que ceux-là, ils ont considéré que la chair de ce genre de cheval était vraiment très chère. Très tendre, le cheval est tendre et on peut très bien faire des médicaments avec ce genre de chair de cheval blanc. La peau, les ossements aussi. Nous avons déjà bien commencé depuis 5h le matin et puis maintenant il est 6h20. C'est déjà le moment le plus animé de ce marché au buffle.
Et puis maintenant, nous allons quitter ce marché pour aller dans un autre marché qui se trouve à 20 km d'ici. C'est le marché hebdomadaire de Canco. C'est une autre sorte de marché. C'est pour les commerçants de toutes les régions, tout autour de Bahreïn, qui se regroupent là-bas pour faire le commerce une fois par semaine seulement. Donc maintenant, nous allons quitter Bahreïn pour aller à Canco. Suivez-moi, s'il vous plaît. Nous sommes déjà bien arrivés au marché de Canco. C'est un marché hebdomadaire. C'est organisé par ici chaque samedi matin. Ça va durer depuis 5 heures du matin jusqu'à à peu près jusqu'à midi. Et puis les gens qui sont venus de toutes les régions, ils vont apporter toutes sortes de produits locaux, les produits qu'ils font dans le village pour venir ici pour vendre par ici. Et jusqu'à maintenant, surtout les ethnies minoritaires, les Hmong, les Thaï, les Nung de cette région, ils peuvent très bien non seulement aller vendre leurs produits, mais ils peuvent très bien troquer aussi. Hein. Par exemple, avec un coq, ils peuvent très bien troquer contre un petit sac de riz. Et ça fait depuis très longtemps, c'est comme ça. Et puis maintenant, je vous invite à venir visiter le marché pour voir des produits au cop de de tous les ethnies de cette région. Il y a toutes sortes de choses. La nourriture, les vêtements, les ustensiles, les instruments de travail des gens. Et puis, il y a aussi une partie de ce marché qui se vend des animaux. Par exemple, les chiens, les chats, les coqs, les chèvres, des choses comme ça. Voilà. On peut très bien voir tout de suite par ici, là. Là, ce sont des étalages des fruits de la saison. Même les raisins importés de la Chine, c'est parce que c'est la région frontalière. La Chine se trouve juste à côté. Et puis par ça, vous avez les pastèques, les concombres, et les aubergines. Il y a toutes sortes de fruits exotiques de la saison. Et puis par ça, de cette partie-là, vous allez voir. Les jouets d'enfants. Là, c'est la décoration pour c'est les cheveux des filles. Ça veut dire, tout le monde vient par ici et ils peuvent très bien trouver tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent. Voilà. Les lames de pioche, ce sont les instruments de travail des gens. En fer. Les couteaux de toutes sortes. Et puis, il y a une sorte d'instrument très intéressant. Ça, là, par exemple, c'est une sorte de coupe-coupe. C'est pour couper des légumes, pour aller travailler dans les champs, dans les montagnes. Surtout ça. Et puis après, les petites clochettes pour cocher sur le cou des buffles ou bien des bœufs, en les emmenant dans les forêts. Voilà. Les coupes-coupes, les couteaux de toutes sortes. Et là aussi, c'est une sorte de pioche. Il faut mettre une manche par ici, c'est pour creuser les trous dans la terre. Voilà. Et là, c'est une sorte de hache pour couper le riz. Voilà, comme ça. Et quand il y a ça, et il y a le monsieur qui vend le truc pour mettre dedans, comme ça. Voilà.
Voyez? Donc il y a toutes sortes de choses importantes. Très... La manche et les lassos aussi. Et puis par ça, vous avez aussi les produits en plastique. Là. C'est-à-dire, dans un marché hebdomadaire comme ça, les gens peuvent très bien trouver n'importe quoi. C'est pour servir à la vie quotidienne des gens. Et même des produits en bambou tressé, les baguettes d'encens, c'est pour répondre à la demande de la vie du fort intérieur des ethnies par ici aussi. À la campagne, il y a aussi des baguettes d'encens multicouleurs, mais ici, les ethnies minoritaires, surtout les Hmong, ils ont fait aussi des baguettes d'encens comme ça. C'est pour brûler, pour les petites fêtes, les cérémonies, pour le culte des ancêtres, par exemple. Et puis à part ça, ils font aussi des pipao. Voilà. Pour fumer du tabac. La pipao. Vous mettez le tabac ici, brûler, et puis c'est comme ça pour fumer. Et non seulement ça, il y a aussi d'autres choses en bambou tressé. Là, ce sont des vents. La vannerie de toutes sortes. C'est un bambou. Là, c'est pour travailler pour le riz. Il y a plein de choses comme ça dans ce marché. Donc, les gens, pour la demande de toutes sortes, pour le travail, pour la vie quotidienne, on peut très bien acheter les vêtements aussi, les vêtements, les couvertures et d'autres produits industriels importants de la Chine, par exemple. Là, tout ça, c'est pour propager les insecticides dans les champs de riz. Et ça aussi, les produits industriels, les ventilateurs, les cocottes minutes. Les couvertures, les nattes en plastique. Et par là, vous avez les casseroles en aluminium. Voilà. Et puis par ça, les bottes en caoutchouc, en plastique aussi. C'est pour aller travailler dans les champs de riz. Voilà. Même les amuse-gueules aussi. Ça, c'est du pain. La nourriture pour les animaux. Les étalages de sandales. Voilà, comme ça. Je vous assure que ce n'est pas cher du tout. Hein. C'est à peu près une dizaine, 1000 dong. On peut très bien acheter déjà une paire de sandales comme ça. Pour les enfants, pour les grands, un peu de tout. Et on peut acheter du... Là, c'est du tabac. Le tabac. Cultivé dans la région aussi. Et c'est pour fumer avec une autre sorte de pipe. Hein, de pipe à eau. Comme ça. Il faut mettre de l'eau à l'intérieur. Et puis, le tabac met ici. On allume. Et puis après, on suce.
comme ça, on respire. Hein, et la fumée sera passée par l'eau. Voilà. Voilà. La partie la plus intéressante dans ce marché, c'est la partie des restaurateurs. Donc, suivez-moi pour aller voir comment c'est. Et à part ça, vous avez aussi les produits locaux. Hein? Les produits forestiers plutôt. Vous avez aussi il y a toutes sortes de tubercules et des graines utilisées comme des médicaments traditionnels. Et c'est parce que surtout les ethnies minoritaires, ils ont déjà toujours des recettes vraiment importantes pour pouvoir guérir des maladies normales dans leur vie quotidienne avec toutes sortes de tubercules, de plantes médicinales comme ça. Voilà. Voilà. Et là, vous avez aussi toutes sortes de plantes médicinales. Ça se vend ici. Hein, c'est pour des maladies normales, par exemple les maux abdominaux, les maux dorsales, les maux de tête, la diarrhée, la fièvre. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Et puis, seulement eux qui peuvent savoir l'utilisation de toutes sortes de plantes comme ça. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la partie la plus intéressante, c'est la partie des restaurateurs. Donc, voilà, suivez-moi. Et tout d'abord, hein, c'est du riz client à 5 couleurs différentes. Le riz a été coloré avec des plantes, évidemment, des plantes, des fleurs, etc. Tout ça. Et puis, c'est vraiment bon, c'est très bon. C'est du riz gluant. On peut très bien acheter pour manger. Voilà. Et là aussi, voilà. C'est comme à la campagne. Dans cette partie-là, les gens, quand ils viennent au marché hebdomadaire, une fois par semaine seulement, c'est pour cela qu'ils ont bien profité ce moment pour pouvoir très bien se régaler avec des plats vendus ici. Surtout le pho. Voilà, avec toutes sortes de nourritures différentes. Donc l'habitude c'est quoi? C'est de chercher à venir manger avec la famille et puis le garçon, il peut très bien venir avec toute la famille, hein, le mari, la femme et les enfants. Alors le mari reste là pour manger, pour boire jusqu'à ivre, comme ça, et puis après la femme, ils font la course dans le marché et puis à la fin de la journée du marché, ils peuvent très bien rentrer chez eux. Autrefois, c'était avec un cheval, mais maintenant avec une moto. Mais le mari, qui était déjà saoul, hein, c'est pour cela que quelquefois, il s'arrête au bord de la route pour dormir. Hein, et puis après quoi, il rentre peut-être à leur maison quand la nuit tombe déjà. Voilà, toute cette partie-là, c'est la partie restaurateur, important, et tout le monde cherche à bien profiter de ce moment. Hein, c'est un moment vraiment très heureux chez eux. Voilà, regarde, les plats comme ça. Voilà. Les pâtes de cochon, poulet, les tripes de cochon. C'est vraiment très bon, tout ça. Alors maintenant, je vais vous laisser découvrir le marché vous-même. Et puis après, je vous suis et je peux très bien vous répondre à toutes sortes de questions, s'il vous plaît.
Ce sont les commerçants de l'alcool. C'est souvent l'alcool au maïs. Et alors, tout un grand étalage comme ça, d'ici jusqu'à la fin de ce rang. Et en venant par ici, on peut très bien goûter à chaque commerçant comme ça. Et depuis le commencement jusqu'à la fin, on peut très bien être saoul, hein, ivre, tout de suite après. Mais c'est parce que l'alcool au maïs comme ça, nouvellement distillé, c'est vraiment très costaud. Très costaud. Moi, je viens de goûter une petite goutte, mais je ne peux pas supporter tout ça. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Ce coin-là, c'est le coin où on vend des vêtements, mais surtout des étoffes traditionnelles des ethnies par ici. Hein, par exemple, là, c'est une sorte de coiffe. Hein, une sorte de coiffe. C'est carré, multicolore comme ça. Et puis, vous avez vu là, il y a toujours les couleurs très très vives, comme ça. Voilà. Et puis, on peut très bien faire une sorte de coiffe, comme ça là. Voilà. C'est vraiment intéressant. Et puis par ça, vous avez aussi toutes sortes de sacs. C'est décoré avec des motifs traditionnels, surtout des Hmong. Les Hmong dans cette région, alors ils ont utilisé souvent, toujours des fils de laine comme ça. Hein, c'est pour faire des étoffes traditionnelles chez eux. Et puis par ça aussi, non seulement les Hmong, mais pour les autres ethnies aussi. Regarde. Voilà, des vêtements comme ça. C'est souvent en velours dans la couleur noire. Et par ça, vous avez toutes sortes de robes pour les filles. Et de ce côté-là, vous avez vu, hein, ce sont des jupes, surtout de l'ethnie Hmong dans cette région. Regarde. Váy này bao nhiêu tiền? Dạ, một váy như này là 100.000 ạ. 100.000. Alors ça se vend à 100 000 dong. Voilà. C'est vraiment très joli. Si on met en rond, ça peut très bien vous donner tout un rond multicolore. C'est comme les rayons du soleil. Et tout ça, c'est la tenue traditionnelle. C'est ce que vous pouvez très bien voir. Voilà. Vous voyez là, les deux dames, c'est dans la tenue traditionnelle comme ça là. Ouais. Voilà. C'est vraiment très, très joli. Elles sont venues de très loin, dans les villages, tout perdu dans les montagnes. Et puis pour venir dans le marché, il faut très bien commencer à peu près 3 heures du matin pour pouvoir venir à pied. Voilà. Et puis par ça, vous avez aussi toutes sortes de produits cosmétiques venant de la Chine et venant du Vietnam aussi, bien sûr. Hein, c'est parce que c'est la région montagneuse, frontalière, c'est pour cela qu'il y a toutes sortes de choses pour très bien venir de la Chine aussi. Voilà. Hein, c'est le rayon des fruits exotiques de la saison. Il y a toutes sortes de fruits d'ici. Les pastèques, les dragons bleus, concombres, les mangues, les goyaves, les longanes, les oranges. Et surtout, cette saison, c'est la saison des prunes. Voilà. Les prunes. C'est assez acide, mais on peut très bien faire toutes sortes de choses avec. On peut très bien les manger tout de suite ou bien macérer avec du
sucre et ça va devenir une sorte d'alcool aux fruits. C'est ça, ce sont des prunes. Voilà. Et une autre sorte de mangue. Notre sorte de mangue, ce sont des mangues venant de l'Inde. Hein, c'est une race indienne. Ce n'est pas très parfumé comme la mangue vietnamienne, mais c'est vraiment très sucré, très bon. À part ça, on a aussi des aubergines, des piments, des courgettes. Il y a plein de choses dans ce marché. Voilà, voilà, c'est comme ça. Le marché de tous les jours, hein, c'est pour la vie quotidienne. Et voilà, c'est comme ça le marché de Can Co. Donc, vous avez déjà quelques petites découvertes intéressantes dans ce marché. Et puis maintenant, nous allons retourner sur Bac Ha. Il nous reste encore d'ici jusqu'à la fin de la journée beaucoup d'autres découvertes vraiment intéressantes. Alors, ce palais, ça a appelé Dinh Thự Hoàng A Tưởng, le palais de Hoàng A Tưởng. Comme je vous ai dit, c'est une empreinte du pouvoir extrême de cette région, surtout pendant le temps de la colonisation française ici. Et Hoàng A Tưởng, Hoàng Yến Chao, c'est le père, et Hoàng A Tưởng, c'était le fils qui était le Thổ Ti, ou bien le chef-lieu de cette province pendant très longtemps. Et ils ont fait construire ce palais depuis 1914 jusqu'à 1921 pour finir. Et on a un palais comme ça. Hein, c'est un palais avec une architecture vraiment spéciale. C'est mélangé entre le style architectural occidentaux et oriental, évidemment. Et tout d'abord, on peut très bien déchiffrer de temps en temps d'ici jusqu'à la fin de ce palais. Donc, même à l'entrée, vous avez déjà bien vu par là, avec les portes arquées, hein, les portes cintrées comme ça prouve une architecture orientale. Et puis après, les deux escaliers sur les deux côtés, c'est évidemment la façon de décorer symétrique. Alors là, c'est un style oriental. Et puis surtout, cet endroit de ce palais a été selon des règles de la feng shui orientale. C'est parce que le palais se trouve sur le sommet d'une petite colline ici, avec le dos qui appuyé sur une petite montagne derrière. Et devant le palais, c'est un lac, donc le dos, la montagne et puis la façade, hein, c'est sur l'eau. Donc vous avez par là déjà l'équilibre entre le yin et le yang, et c'est pour cela que Hoàng Yến Chao et Hoàng A Tưởng, après, ils ont dit que là, c'est une bonne position pour la construction de ce palais, pour pouvoir maintenir le bonheur familial et le pouvoir extrême de son position sociale pendant cette époque. Et puis après, nous allons maintenant déchiffrer tout ce qui est à l'intérieur de ce palais. S'il vous plaît, suivez-moi. Avant d'entrer à l'intérieur de ce palais, donc nous nous arrêtons par ici pour voir sur les murs. Donc le palais a été construit pour une sorte de blockhouse, évidemment, de blockhouse, c'est pour la défense de la famille. Hein, c'est pour cela que sur le mur, aux alentours de ce palais, il y a des meurtrières comme ça là. Vous voyez? Oui, c'est parce que c'était pendant une période avec plein de chaos, avec beaucoup d'insurrections de la population et avec
avec des activités des guerriers héros du pays pour résister contre la colonisation française. Hein, c'est pour cela que lui, quand il a travaillé pour les Français à l'époque, donc il fallait qu'il se protège de cette façon. Voilà. Donc maintenant, nous allons monter pour entrer à l'intérieur de ce palais, s'il vous plaît. Juste à l'entrée principale, vous avez vu, là au-dessus, il y a la marque de la feng shui, du feng shui. Hein, c'est yin et yang, donc ils ont toujours se basé sur le feng shui oriental. Hein, c'est l'équilibre entre le yin et le yang. Donc maintenant, on va rentrer dans la cour principale. Voilà. Et à l'intérieur comme ça, vous avez vu, toutes les maisons, c'est dans l'image d'un carré avec des maisons comme ça, avec des salles entourées avec une cour centrale. Donc sur la façade, hein, vous avez trouvé encore des choses avec des portes cintrées comme ça, et puis avec les lettres des caractères chinois. Et puis surtout la décoration sur chaque pilier, chaque colonne. Les colonnes, évidemment, c'est une architecture occidentale. Et la décoration avec des feuilles de raisin, avec les grappes de raisin, avec des choses comme ça. Donc vous avez trouvé exactement par là, hein, avec des choses orientales. Mais à l'intérieur, hein, vous allez retrouver encore d'autres choses. Hein, ce sont des choses avec la marque orientale ici. Voilà. À l'étage, on peut trouver par là, il y a beaucoup de salles. La salle où se trouve par là l'administration principale de cette région, où Huang Yuanchao et Huang Eteng ont travaillé là-dedans. Et les deux côtés, ce sont des salles pour la famille. Et sur les deux côtés, avec des maisons, avec des salles où travaillent des mandarins ou bien des offices, des officiers français à l'époque pour la domination, pour la colonisation française à cette époque-là. Voilà. Et puis maintenant, nous allons entrer à l'intérieur pour voir comment c'est. Et par ici, dans la salle principale, il vous reste encore beaucoup d'objets, beaucoup de meubles existaient depuis de l'époque. Ça veut dire depuis 1921, hein, l'année de l'inauguration de ce palais. Et sur les murs, il reste encore évidemment des photos de la famille. Et puis à part ça, dans la partie solennelle, la partie la plus solennelle de cette maison, c'est avec un salon comme ça, c'est le lieu où Huang Yuanchao et Huang Eteng ont reçu des invités. Mais il y a une autre chose, c'est que ils ont gardé toujours ce qui est de traditionnel de leurs ethnies. Hein. C'est parce que Huang Yuanchao et Huang Eteng, ce sont des ethnies. Hein, ce sont des gens de l'ethnie Thaï à l'époque. Mais Huang Yuanchao, il a épousé une jeune fille de l'ethnie Hmong. Voilà, il vous reste encore beaucoup d'objets anciens de cette famille. Là, il y a plein de choses qui restent encore depuis l'époque 1921. Par exemple, le plancher. Voilà, le plancher, c'était fait avec le carrelage, avec des briques venant du loin, évidemment. Si je ne veux pas dire, ce sont des briques de l'époque française, évidemment, comme ça.
Mais moi, je pense que c'était le carrelage original, depuis longtemps. C'était comme ça. Et puis, à part ça, dans le couloir et d'autres parties de la maison, ils ont déjà changé beaucoup d'autres carrelages avec des décorations différentes. C'était refait après plusieurs reconstructions, non, plusieurs reconstitutions de ce qu'est l'ancien. Voilà. Et cette salle, c'était évidemment, c'est la chambre à coucher de Hoàng A Tưởng. Et dans cette salle maintenant, alors ils ont exposé du matériel qu'ils ont utilisé autrefois. Hein, par exemple, le carrelage, les briques et surtout les tuiles. Voilà, surtout les tuiles. Ce sont des tuiles en terre cuite et puis ce qu'on appelle les tuiles inéant. Hein, c'est parce qu'il y a les deux parties, toujours le parti concave et convexe. Ils vont mettre comme ça, c'est pour étancher, c'est pour faire le toit de la maison, par exemple. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Et jusqu'à maintenant, les Thaïs dans cette région de Bắc Hà et dans d'autres régions dans le nord du Vietnam, ils ont gardé encore ce genre de type de tuiles. Ce sont des tuiles anciennes et inéant. Voilà. Et les briques en terre cuite, c'est pareil. Et c'est ce que vous avez vu aujourd'hui, c'était la rénovation il y a seulement quelques mois. Mais sinon, c'est l'image ancienne, c'était comme ça, en 1999, c'est comme ça, avec des couleurs qui représentent évidemment le temps. Plus de 100 ans ont passé et la couleur a été changée. Et c'est pour cela qu'on vient de remettre une autre couche de peinture dessus et puis on a l'image d'aujourd'hui, c'est comme ça. Et en plus, le palais de Hoàng A Tưởng est devenu aujourd'hui un centre d'intérêt important pour le tourisme de Bắc Hà. Comme je vous ai dit, Bắc Hà est réputé non seulement avec ses marchés, mais avec cette architecture vraiment très très spéciale. C'est ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Voilà, c'est mélangé entre les deux styles architecturaux différents, orientales et occidentales. Et voilà, c'est comme ça à l'intérieur du palais de Hoàng A Tưởng. Et puis maintenant, les salles de travail autrefois de la famille, alors, ont utilisé aujourd'hui comme petite boutique pour présenter les produits artisanaux de la population d'ici. Donc, je vous en prie de venir avec moi. Voilà, par ici, on a cherché à vous présenter sur l'art batik des Hmong de cette région. Là, c'est une sorte d'étoffe traditionnelle avec la décoration vraiment typique de l'ethnie Hmong dans cette région. Et là, ils ont utilisé la façon de faire le batik avec du cire d'abeille. Voilà. Et teinté de l'indigo, avec le bleu d'indigo, qui est vraiment très très joli, comme ça. On peut très bien utiliser les petits morceaux comme ça pour faire des étoffes, pour faire des vêtements, pour faire des sacs, etc., etc. Et puis à part ça, avec toutes sortes d'étoffes traditionnelles comme ça là. C'est teinté de plusieurs couleurs différentes. Et puis c'était tissé eux-mêmes dans du chanvre. C'est dans le chanvre. Voilà. Et puis à part ça, évidemment, il vous reste encore beaucoup d'autres choses. Ce sont des produits OCOP de la région de Lào Cai, de Bắc Hà surtout, avec des petits animaux en céramique, les pipes à eau. Là, c'est une sorte de pipe à eau. Là, c'est une tradition aussi vietnamienne, c'est de fumer le tabac. On va mettre le tabac par ici avec un tuyau comme ça. Voilà. Et comme ça, on fume. Voilà. Il y a plusieurs formes de façon de fumer le tabac chez nous, avec la tube à eau en longue, en bambou. Et là, c'est une sorte d'autre pipe. C'est la pipe
comme ça. Je ne sais pas quoi dire en français, mais enfin. Mais il y a une autre chose, c'est que cette région, depuis longtemps, alors, ils ont cultivé beaucoup de pavots. Hein, c'est pour cela que le fait de fumer le pavot aussi, c'est quelque chose de très, très remarquable pendant l'ancien temps. Mais maintenant, c'est fini. Hein, c'est parce que l'opium a été interdit chez nous. Et dans cette salle, on expose encore autre chose. Hein, par exemple, ce sont des ustensiles, ce sont des instruments de travail. Et là, c'est pour décortiquer le riz. Et tout ça, c'est pour mettre le dos des chevaux. Et tout ça, hein, ce sont des caoutchoucs comme ça pour mettre dans le dos, hein, pour aller travailler dans les champs. Et là, vous avez le labour. Et tout ça, ce sont des moulins en pierre. Et là, c'est une herse, par exemple. Hein, c'est pour herser les parcelles de terre avant de repiquer le riz. Voilà. Et dans cette salle, on vous présente aussi quelques étoffes traditionnelles de l'ethnie, surtout de l'ethnie Hmong, hein, avec l'art de batik avec de cire d'abeille. Et là, c'est une sorte d'alambic. Voilà. Et là, c'est une sorte d'alambic pour distiller de l'alcool au maïs surtout. Là, simplement, c'est pour la présentation comme ça. Mais sinon, de ce côté-là, on peut très bien voir la façon de travailler avec le métier à tisser vraiment traditionnel et manipulé par une vieille dame de l'ethnie Hmong. Alors, le chanvre a été cultivé dans les régions, et puis après, ils ont cultivé tout ça, ils ont récolté, on enlève la peau de la plante, et puis ils ont fait du fil. Et puis après, avec le métier tissé comme ça, hein, avec la façon de travailler comme ça, alors ils ont fait des étoffes que vous avez vues. Et puis après, là, c'est la couleur naturelle, sinon il faut teinter avec de l'indigo. Et l'indigo, c'est une petite plante au ras du sol. Alors, ils ont planté aussi hein, pour teinter leur étoffe, évidemment. Et tout ça, dans ces salles, on vous présente toutes sortes de motifs de décoration différentes sur les étoffes traditionnelles, surtout de l'ethnie Hmong dans cette région. Voilà. Voilà, ça, par exemple, c'est vraiment très, très joli. Voilà. C'est l'enveloppe d'un oreiller. Voilà. C'est dans la couleur bleue d'indigo. Voilà. Et les Hmong, comme les autres ethnies du nord, dans la partie du nord-ouest de chez nous, ils ont utilisé beaucoup de couleurs, des couleurs très très vives, comme le rouge, le jaune, tout ça. Hein, c'est parce que le rouge, pour la culture vietnamienne en général, symbolise la vie, symbolise la prospérité et symbolise le bonheur. Hein, c'est pour cela qu'ils ont utilisé beaucoup de rouge. Voilà. Bon. On peut très bien passer maintenant dans une autre partie derrière. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la maison, le palais a été construite comme un poste de défense. Hein, c'est pour cela qu'il y a toute une sorte de tunnel souterrain pour pouvoir ressortir du palais au cas où. Voilà. Donc, je vous montre tout de suite. Et en dessous, évidemment, en dessous des escaliers, ils ont construit par ici des réserves d'eau. C'est pour mettre de l'eau par ici, pour avoir de l'eau de l'eau potable. Voilà. Et cette partie-là, c'était le mur derrière du palais. Et puis, là, vous avez aussi l'entrée d'un tunnel. Là. Là, c'est la porte d'un tunnel pour le sauvetage au cas de besoin. Donc, on peut très bien passer par ici pour ressortir du palais pour aller dans la forêt derrière. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de forêt tout autour. Mais autrefois, évidemment, dans les premières années du siècle dernier, toute cette région
entouré des forêts primitives. Hein. C'est pour cela qu'en sortant du palais, alors il tombe tout de suite dans la forêt. Hein. C'est pour cela qu'il peut très bien se sauver d'une façon facile. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la maison de la côté qui a été transformée maintenant à des salles de présentation des produits locaux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette partie-là, c'était la maison annexe du palais, et qui ont été transformées en petites boutiques pour chercher à vous présenter des produits locaux, hein, surtout des produits comme les graines, comme les plantes médicinales, etc. Tout ça, et puis les petits sacs très très colorés hein, dans la décoration typique de l'ethnie Hmong dans cette région. Et surtout, à côté, vous avez une salle pour vous présenter l'art de la distillation de l'alcool au maïs. Voilà. Xin chào chị. Thế đang cất rượu à? Voilà. Comme je vous ai déjà bien présenté tout à l'heure, à l'intérieur, c'est une sorte d'alambic qui a été fait avec du bois. Et puis, là, vous avez un grand vase comme ça, c'est pour faire cuire le maïs. Et puis, après quoi, il faut sortir de là, et puis il faut mettre du stimulant pour que ça stimule. Là, alors je vous présente le stimulant. C'est ça là. Là, c'est le stimulant de l'alcool. Alors, après quoi, il faut mélanger avec du maïs déjà bien bouilli, bien cuit comme ça là. Et puis, il faut bien emballer strictement hein, pour que le maïs se stimule. Voilà. C'est fermenté et au bout d'un certain jours, après quoi, il faut mettre là-dedans et faire la distillation. Et pour avoir de l'alcool au maïs. Et l'alcool au maïs, évidemment, à Bakha, hein, c'est une des spécialités vraiment très renommées, non seulement ici à Bakha, mais dans presque toutes les provinces du nord du Vietnam. Vous pouvez très bien voir, toujours, il y a des vases, les petites, les grandes, pour mettre de l'alcool de riz. Et là, le maïs, évidemment, hein, ils ont bien récolté et préservé de cette façon. Et par là, vous avez une sorte des cacahuètes. Mais les cacahuètes de cette région est vraiment très spéciale aussi. Vous voyez, la peau des cacahuètes. Ce qu'on appelle, ce sont des cacahuètes à la peau fleurie. C'est vraiment très sucré et avec une qualité très spéciale. Et ça se vend très cher, même ici. Voilà. Et les fruits sont comme ça. Les fruits sont comme ça. Et les graines à l'intérieur, c'est comme ça. Vous voyez? C'est vraiment intéressant. Et puis par ça, dans ces salles, on vous présente aussi les petits tam-tams, les cages à poissons en bambou tressé. Et puis à part ça, les plateaux ronds, comme ça là. Voilà. Les petits cages à poissons. Les petits tam-tams faits à la façon des Hmong. Voilà. Et puis vous avez aussi les plateaux en bambou tressé aussi. Voilà, les plateaux. Hein, c'est pour mettre tout le monde se regroupe autour de ce plateau pour les repas. Et à part ça, vous avez aussi quelques instruments de musique. Les khen des Hmong. Les gourdes, pour mettre là-dedans, évidemment. Vous mettre là-dedans, surtout de l'alcool. Voilà, les gourdes. En courge. En la peau de courge.
Voilà. Et les balais, c'est vraiment intéressant. C'est fait à la main. Donc, dans la région de Bakhan et dans beaucoup d'autres villages dans la partie du nord-ouest de chez nous, surtout les ethnies, ils mènent encore jusqu'à maintenant ce genre de mode de vie. Pour les touristes étrangers, on peut très bien découvrir, déchiffrer tout ça en venant visiter cette région. Et surtout Bakhan, à côté des marchés, à côté de l'architecture vraiment spéciale du palais de Hoàng Á Tưởng. Il nous reste encore la vie autochtone des ethnies minoritaires de cette région aussi. Voilà, donc nous allons quitter maintenant le palais de Hoàng Á Tưởng pour recommencer à faire autre chose. Nous avons déjà bien fait la journée de visite à Bakhan ce matin, depuis 5 heures du matin pour faire le marché au buffle, et puis le marché de Can Câu, et puis le palais de Hoàng Á Tưởng. Et après un petit repos à midi, nous avons maintenant une autre activité culturelle de la population des ethnies ici à Bakhan, c'est la course de chevaux. Donc maintenant, je vous invite à venir avec moi participer à cette course de chevaux à Bakhan, s'il vous plaît. C'est une activité culturelle très spéciale, donc organisée tous les après-midi du samedi, chaque semaine. Voilà. Voilà, c'est comme ça la course de chevaux à Bakhan. Donc vous avez vu là, c'était vraiment très animé et puis les gens de cette région ont bien aimé tout ça. Et là, celui-là, il a déjà bien participé aussi aux courses. Alors il est déjà bien fatigué. Mais moi je pense qu'il est assez heureux là, d'apporter au moins la 3e place. Voilà. Voilà, la journée de visite à Bakhan a été finie. Donc, nous allons passer la nuit ce soir dans une famille de Nung, dans cette région du hameau de Nakim, district de Bakhan. Et puis, pour ce soir, ce couple va nous préparer aussi un repas traditionnel de cette ethnie Nung ici. Donc là, c'est la maison où on va passer la nuit. Rồi, vâng, chào anh chị. Xin mời chú đến nhà chơi, mời chú ở nhà. Vâng, xin ăn cơm cùng gia đình. Vâng, xin cảm ơn. Et ben voilà, c'est comme ça qu'ils nous ont déjà bien reçus de cette façon. Et nous allons passer la nuit ici, dans une maison, dans une architecture typique de l'ethnie Nung dans cette région. Voilà, s'il vous plaît.
pour manger avec du riz gluant à plusieurs couleurs, mais surtout c'est 5 couleurs, mais c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est 3 couleurs seulement. Mais les couleurs principales pour les riz gluants pendant les jours de fête chez les Nung, par exemple, ça représente les 5 éléments qui forment l'univers. Hein, c'est pour cela que aujourd'hui, pour les 3, simplement pour les 3, alors nous allons avoir une sorte de viande de buffle fumée. Voilà. Là, c'est un grand morceau de la viande de buffle fumée. Hein. C'est déjà dur comme du bois. Mais pour pouvoir manger, alors on va le laisser faire sur le feu comme ça. Et puis il faut bien enfouir ce morceau de viande dans le cendre bien chaud comme ça. Et puis après, je vais le laisser faire pour vous montrer comment c'est pour manger de la viande de buffle fumée. Voilà, s'il vous plaît. Après avoir mis le morceau de viande dans le cendre, bien chaud comme ça, il faut le laisser un certain moment. Et puis après, ils vont le retirer pour faire autre chose, pour que le bois va devenir tendre pour pouvoir manger après. Voilà. Vous voyez bien ce qu'ils font. Et voilà tout le monde, le buffle fumé était déjà bien préparé. Hein, je vous invite à venir déguster avec moi. Voilà. Qu'est-ce que c'est bon, c'est bien parfumé. Ben voilà, c'est comme ça un repas, un dîner vraiment à la culture des Nung de cette région, avec des plats traditionnels. Le riz gluant à plusieurs couleurs, le buffle fumé, et puis les petits bourgeons de courge sautés. Et là, c'est de la viande de porc cuit à la façon des Nung de cette région. Et tout ça là aussi. Et puis par là, vous avez un peu de côte de porc cuit avec des jeunes pousses de bambou. Et voilà comme ça. Et puis évidemment, avant de commencer le repas, alors on trinque pour chercher à souhaiter la santé, le bonheur pour tout le monde. Một, hai, ba, yo! hai, ba, Yo! hai, ba. Yo!